Bonsoir, vous êtes sur Vox Africa. Le 9 septembre dernier, la Cour constitutionnelle ivoirienne lâchait son verdict sur la trentaine de candidatures, 33 plus exactement, déposées à la Commission électorale indépendante. Au final, seuls 10 prétendants brigueront la magistrature suprême le 25 octobre prochain. Entre challengers, favoris, outsiders et tocards, la grande bataille pour la présidence en Côte d'Ivoire bat déjà son plein. Une élection sous haute surveillance après la crise qu'a connue le pays en 2010. Et pendant ce temps-là, le pays des hommes intègres, le voisin d'à côté, qui s'apprêtait pour la première fois de son histoire à goûter aux saveurs aigres et douces de la démocratie, privé du Saint Graal pendant 27 ans de dictature, sans partage, mené de main de fer par le capitaine déchu, Blaise Compaoré. Et pendant ce temps-là, disais-je donc, les étalons qui galopaient fièrement vers la ligne d'arrivée présidentielle n'ont pas vu venir le tocard, le général Gilbert Diendéré, frère d'armes de l'autre cité plus haut, venir leur ravir le trophée obtenu de haute lutte le 31 octobre 2014. Afrique, mon Afrique, Afrique des difficiles démocraties tropicales. Mon âme ne t'a que trop connu et ne peut ce soir contenir ces mots. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Vous l'aurez deviné, 2 sujets domineront le premier épisode de la 3e saison du Grand Talk, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 2 pays limitrophes au destin étrangement et intimement liés. Avec moi pour tenter de traverser cette zone de turbulence, des confrères journalistes qui vont animer ce premier press club de la saison. Monsieur Assalé Tiemoko, du bi-hebdomadaire L'éléphant déchaîné, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Comment on se retrouve? Merci. Jean-Claude Coulibaly, habitué de notre plateau. Ils sont pratiquement tous habitués de notre plateau. Jean-Claude Coulibaly, du quotidien Le Patriote. Bonsoir. Bonsoir, Jonathan. Michel Betta du quotidien Le Bélier, bonsoir. Bonsoir, Maran. Et pour terminer, évidemment, monsieur Bamba Franck du quotidien Notre Voix. Voilà. Messieurs, la crise au Burkina était-elle prévisible? Un coup de force perpétré les 15 et 16 septembre par le général Gilbert Diendéré, les éléments du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, retenant en otage quand même le président, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Mais rappelons quand même à toutes fins utiles que depuis 1966, de Maurice Yaméogo à Michel Kafando, c'est quand même 6 coups d'État réussis, 3 tentatives de putsch avortées, un record hallucinant en 55 ans d'indépendance. On va commencer par vous, monsieur Bamba Franck. Comment vous avez vécu justement ce putsch du RSP? Bon, j'avoue que je n'ai pas été surpris, pour de multiples raisons. Quand dans un pays, une armée contient en son sein une structure qui se comporte en elle-même comme si elle était autonome, bon, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, si elle est véritablement équipée avec les moyens qu'on lui connaît, bon, il est prévisible qu'à un moment ou à un autre, elle puisse vouloir s'émanciper. Quand on pense d'un autre côté que cette structure s'est vue pratiquement menacée de dissolution, je me disais à tout le moins que la transition ne se passerait pas aussi calmement qu'on voulait nous le faire croire. Alors, Michel Betta, après le départ, pendant le départ évidemment de M. Blaise Compaoré le 31 octobre 2014, sous la pression de la rue, on n'a pas vu le RSP agir. Comment ça se fait que, brusquement, soudainement comme ça, le processus démocratique étant mis en place, surgit de nulle part le général Diendéré? Moi, je vous dis que je ne vous cache pas, j'étais surpris de les voir quand même sortir de leur nid et venir perpétrer un coup d'État. C'est courageux quand même, c'est audacieux. Parce que quand tu vois un peu la dynamique avec laquelle le peuple burkinabé a pu chasser le président
dessus, Blaise Compaoré, tu comprends que tout homme n'oserait même pas aujourd'hui vouloir prendre le pouvoir par les armes. J'ai été surpris de le voir, mais en même temps, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui a occasionné tout cela. Qu'est-ce qui a occasionné tout cela? Je fais ma petite analyse et je me dis, bon, écoute, quelles que soient les raisons, ce coup d'État n'avait pas de raison d'être. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on va prendre par les médias, il a cédé le pouvoir à Kafando. Espérons qu'ils ne reviendront plus et que le peuple burkinabé pourra savourer pleinement sa lutte émancipatrice pour la démocratie vraie. Alors, est-ce que, pour Jean-Claude Coulibaly, est-ce que le général Diendéré n'était pas quelqu'un finalement de frustré de savoir que des éléments de sa garde présidentielle qu'il avait quand même sous sa coupole deviennent des ministres, des premiers ministres et soient sous les feux de la rampe pendant que lui, le grand général Diendéré, reste dans l'ombre? Frustré, c'est un peu trop dit. Frustré peut-être lorsqu'il a été écarté. N'oubliez pas que, excusez-moi, lorsque Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré est parti, Diendéré a été écarté. Il a été écarté. Beaucoup, vraiment, oublient de le mentionner. Il avait été mis à l'écart. Sa frustration peut-être venir de là. Mais ce n'est pas parce que certains de ces éléments, notamment Isaac, qui est devenu Premier ministre par la suite, qui était son adjoint, pas parce qu'il a été Premier ministre que le général Diendéré a été frustré. Mais c'est dû au fait que l'intérêt du régiment de sécurité présidentielle était remis en cause. N'oubliez pas qu'il y a, avant le coup d'État, 3 jours avant, les autorités de la transition avaient menacé de dissoudre le régiment de sécurité présidentielle. Peut-être c'est ce qui a amené... Qui a précipité les événements. Celui qui est l'ombre, celui qui est un homme d'ombre, venir véritablement à se projeter au devant de la scène. Mais je tiens à dire une chose. Moi, comme je partage entièrement la position de Bamba, le coup de force ne m'a pas surpris. Ne m'a pas surpris pourquoi? Parce que, pour moi, les autorités de la transition ont commis quelques impairs qui ont abouti véritablement à ce que nous déplorons tous aujourd'hui. Vous voulez plutôt parler de la politique exclusionniste? Il n'y a pas seulement ça. Vous savez que lorsqu'il y a eu, la transition a été mise en place, il y a eu une charte qui avait été prise par toutes ces autorités-là. Mais il y a au moins 4 points de la charte qui ont été, n'oublions pas, qui ont été violés. Il y a eu, le premier point, c'est l'article 29. L'article 29 qui parlait, si vous voulez, de l'insertion des 4 millions, plus de 4 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire au processus électoral. Cela n'a pas été fait. Finalement, ils ont envoyé des délégations. Et le ministre de l'administration autoritaire a failli être lynché ici, parce que pour dire que les plus de 4 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui constituent le plus gros bétail électoral, ne pourraient pas prendre part à ces élections. Mais on avait bien compris, en tant que journaliste, que la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire gênait forcément justement cet article-là. Oui, mais lorsqu'on veut engager un processus électoral et qu'on a critiqué des personnes qui étaient là de ne pas véritablement ouvrir le jeu démocratique, il faut aller jusqu'au bout. Alors, allons-y. Le deuxième point, c'était, si vous voulez, c'est impliquer tous les acteurs dans le processus de réconciliation. Parce que n'oubliez pas les conditions dans lesquelles Blaise est parti. Donc ça a créé une sorte de fracture. Donc il était prévu dans la charte qu'il fallait inclure tout le monde. Et le troisième point qu'ils n'ont pas respecté, c'est faire vraiment des élections transparentes, équitables et inclusives, en prenant de nouvelles lois, en prenant de nouvelles articles au niveau du code électoral qui excluaient une bonne partie de la classe politique. En fait, ce que vous décriez, c'est forcément cette politique exclusive pratiquée par le gouvernement. Voilà, il y a ça. Il a dit que lorsqu'on décide, par exemple, de s'engager dans la voie démocratique, je pense que la démocratie, il n'y a pas comme si... C'est pas comme si on prend les œufs et puis on laisse la poule. La démocratie, c'est un tout. Si on veut véritablement pratiquer la démocratie, il faut aller de l'avant. C'est ce qu'on a reproché au président Blaise Compaoré, qu'on qualifie ici de dictateur, mais c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Alors on va rester justement dans la logique que vous êtes en train de dire. Assalé Thiemoko, pour terminer évidemment sur cette question-là. Alors, quand on parle de politique exclusive, le CDP, comme la plupart des forces vives politiques et sociales au Burkina Faso, avait finalement accepté cette charte du moins, qui est devenue consensuelle. Donc on s'étonne que même après
que les dossiers des éléments des partisans du CDP a été rejeté, il n'y a pas eu de marche et tout, et que Diendéré prenne sur lui de défendre une cause que tout le monde avait finalement acceptée. Mais c'est ce qui est paradoxal, et vous faites bien de le souligner, parce que les gens même du CDP avaient accepté la décision qui avait été rendue. En revanche, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas d'élection, curieusement, quelques jours avant le coup d'État, il n'y aurait pas d'élection tant qu'il serait mis de côté. Et donc, l'argument qui a servi de déclencheur de ce coup d'État, que Diendéré a évoqué plus tard sur les antennes de plusieurs radios, ne prospérait pas. Parce que si une décision a été rendue en matière politique, les militaires n'avaient pas à venir jouer les justiciers et à vouloir rétablir les choses qui ont été décidées par le peuple burkinabé. La preuve est là, ils ont commis la plus grosse erreur de leur vie. Ils sont complètement en déphasage avec l'évolution de la société burkinabé. Blaise Compaoré n'a pas été chassé par l'armée de son pays, il a été chassé par son peuple. À partir de ce moment-là, celui qui gouverne maintenant au Burkina, c'est le peuple du Burkina. Alors, venir, quand on est une unité de l'armée, et non pas l'armée, prendre le pouvoir alors que le chef d'état-major n'est pas impliqué dans cette affaire, c'est comprendre que ça ne peut pas prospérer. Et donc, ils ont fait preuve d'une grosse naïveté. Et aujourd'hui, moi j'ai écouté le vice-président du CDP qui ne condamnait pas le coup d'État et qui disait que c'est une chose logique qu'il y ait ce renversement du régime de la transition. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils font profil bas parce qu'ils ont compris que ça a été une erreur de lecture. Et c'est la plus grosse erreur qu'ils ont commise. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure dans vos propos, M. Assalé Thiemoko, notamment le pouvoir de la rue qui a chassé M. Blaise Compaoré. La réaction ne s'est pas fait attendre, mais sauf que le RSP a réagi énergiquement, une réaction musclée. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer que, justement, cette révolution ait duré un peu plus longtemps que celle du 31 octobre 2014 ? Non. Le RSP, comme je l'ai dit, était dans une logique d'erreur quotidienne. Ils ont pensé qu'ils pouvaient terroriser, ils pouvaient utiliser les intimidations, la terreur pour étouffer la révolte populaire qui allait suivre. Et c'était fait vraiment preuve de naïveté. Donc en tirant à balles réelles sur les populations qui sautaient, c'était se mettre à dos et la population et la communauté internationale qui n'est plus prête à accepter ce genre de crime. Et c'est d'ailleurs pour ça que Blaise est parti, parce qu'il n'était pas prêt à assumer un bain de sang s'il réagissait en utilisant son RSP pour mater la révolte populaire. Et donc eux, Blaise étant parti, vouloir agir comme si Blaise était encore au pouvoir, c'était une erreur très grave. Aujourd'hui, et donc finalement, ils en payent les conséquences. Ils en payent les conséquences. Voilà. Jean-Claude Coulibaly, en 24 heures justement, moins de 24 heures après ces événements-là, la CEDEAO dépêche 2 émissaires, Macky Sall, Yahi Boni, mais les 13 propositions des facilitateurs sont pratiquement des gouttes d'huile sur le feu. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Parce que vous dites évidemment qu'il y a eu ce problème à cause de l'exclusion, mais il n'en demeure pas moins que justement les propositions inclusives des émissaires de la CEDEAO finissent par ajouter de l'huile sur le feu. Non, ce n'est pas la proposition inclusive qui met de l'huile sur le feu, mais c'est plutôt l'amnistie. L'amnistie accordée aux éléments du RSP. C'est ce qui a véritablement été... Oui, il faut prendre tout le monde en compte. Bon, allons-y. Sinon, bon, au niveau de l'inclusion, c'était encore discutable. Il y a une partie de l'opinion qui était plus ou moins favorable, en tout cas à cette proposition. Mais ce qui a déplu, ce qui a fait que vraiment il y a eu une volée de bois vert, c'est l'amnistie. Parce qu'à chaud, vous ne pouvez pas amnistier des personnes qui ont commis au moins des crimes. C'est-à-dire qu'ils ont commis des crimes. Et les cadavres sont encore chauds. Il y a eu 10 morts, il y a eu plusieurs blessés. Bon, vous ne voulez pas venir dire à cette population-là qui a perdu des amis, des camarades, des proches, bon écoutez, on va absoudre ceux qui ont commis tous ces crimes-là. Ce n'est pas possible. C'est là, à ce niveau, qui a été un peu maladroit, les émissaires, sinon les médiateurs de la CEDEAO. Mais le président Macky Sall a expliqué, et là je partage entièrement sa position. Il a dit, on vient dans un pays où véritablement le pays est dans une situation difficile, une situation déplorable. Il y a des hommes en armes qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Faut-il dire à ces personnes-là de déposer les armes sans leur accorder des garanties? C'est difficile. Il dit dans son esprit, il fallait véritablement amener les gens à les rassurer, à faire en sorte qu'on sorte de cette situation conflictuelle et pour aboutir véritablement à une situation de sérénité et de paix. Quitte après à le président qui va venir au pouvoir, au prochain régime qui viendra, à régler les comptes. Mais ce n'est pas maintenant à chaud là qu'il faut dire aux militaires qui ont encore les armes
bon, écoutez, déposez les armes et sans leur donner des garanties. Alors justement, revenons à la position que vous défendez, celle de Macky Sall. Et Michel Betta, l'opposition burkinabé, s'est senti un tout petit peu frustré d'avoir pas été associé à la table des discussions, et notamment dans la prise en compte de ce projet d'accord qui, selon elle, n'était que des propositions du RSP. Non, moi je crois que c'est tout à fait normal que l'opposition burkinabé se sente frustrée, parce que c'est l'opposition qui a contribué au départ, non seulement du président Blaise, mais aujourd'hui, c'est l'opposition qui a contribué au soulèvement des populations contre le coup d'État. Donc je crois que s'il doit y avoir des mesures prises à prendre pour emmener les gens à retourner dans leur caserne, il faut y associer l'opposition. Mais je crois que le plus important, comme l'ont dit les présidents, le plus important, c'est d'arriver à une situation de sérénité. Donc moi, ce que je souhaiterais pour l'opposition, c'est de s'inscrire, pas résolument, mais de s'inscrire pour l'instant dans cette dynamique-là, afin que le Burkina revienne dans la droite ligne, dans la paix, et qu'après, toutes les questions peuvent être discutées. Moi, mais je vais plus loin. Je dis même, pourquoi aujourd'hui, le pouvoir burkinabé ne tenterait pas un procès contre Blaise? Parce que aussi, c'est ça, c'est pour décourager ces velléités-là. Si un procès avait été intenté contre Blaise, je crois que ceux-là même ne seraient même pas... je pense que les procédures étaient en cours, voilà, justement, pour poursuivre Blaise et quelques personnalités qui étaient impliquées dans... Tout le monde soit inquiet maintenant de pouvoir tuer le peuple, de pouvoir mener des actions de rébellion, de coup d'État. Bamba Franck, l'armée régulière au Burkina, évidemment, qui était restée jusque-là silencieuse, a décidé de monter sur le palais de Kosiam pour déloger les éléments du RSP. Une décision tardive, et finalement, l'affrontement n'a pas eu lieu, puisque la médiation du Moro Naba aura permis de dissiper les tensions. Est-ce que vous êtes surpris, ou c'est l'efficacité justement diplomatique du souverain, du Moro Naba? Une autorité morale est toujours une autorité qui a sa place. Mais le Moro Naba quand même jouit d'un profond respect au Burkina Faso. C'est un peu comme le pape au Vatican. Cela est indéniable. Et le fait même que les militaires se soient retrouvés chez le Moro Naba, nous dit très clairement que tous les deux camps avaient ont une confiance absolue en ce guide spirituel-là et ce guide moral-là. Mais je voudrais, si vous le permettez, rebondir un peu par rapport à ce que mon confrère a dit tout à l'heure, Jean-Claude Koulibaly, à propos de la démocratie et du fait que des acteurs politiques ont été écartés. La démocratie, si on veut l'accepter, doit être acceptée comme un tout, comme il a dit. Mais ce tout-là, c'est quoi? Dans le cas du Burkina Faso, comme de tous les pays africains, cela part des institutions que nous nous sommes nous-mêmes données. C'est le Conseil constitutionnel de la République du Burkina Faso qui a pris une décision. La décision, elle s'applique à tous les Burkinabés. Elle a été acceptée du reste par la population burkinabé. Il n'appartenait pas à un corps, même à un corps d'élite, de s'ériger ou de se présenter comme étant le défenseur d'une cause qui n'était même du reste pas la sienne. J'aurais compris que le RSP, devant la menace de sa dissolution, que le RSP fasse du bruit pour se faire entendre. C'est ce que j'ai compris pendant toute la période de la transition. Mais qu'à un mois des élections, on vienne prendre le pouvoir. Remettre en cause les acquis. Mettre en cause les acquis, franchement... Ça n'a pas été... Alors, voilà. Je voudrais rappeler quand même à toutes fins utiles pour nos téléspectateurs que le mardi 22 septembre, une réunion extraordinaire de la CEDEAO s'est quand même tenue à Abuja, avec un seul point à l'ordre du jour, notamment cette fameuse crise au Burkina. 5 chefs d'État ont pris part à ce sommet, le béninois Boni Yahi, Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Mahamadou Bouhari du Nigeria, et le Sénégalais Macky Sall. Et puis
entre autres résolutions. Boni Yayi a été nommé facilitateur. On a finalement réinstallé Kafando. On parle d'indemnisation des victimes, de déploiement d'observateurs militaires pour préserver les droits de l'homme. Mais pourquoi, justement, les questions comment on appelle ça, d'amnistie et de la date, des nouvelles dates des élections ont été remises en cause, n'ont pas été remis en cause. Ouais. Voilà, ont été soigneusement évités. Oui, mais c'est clair, parce qu'au moment où Macky Sall et Yayi Boni arrivaient au Burkina, dans le feu de l'action, il y avait un rapport de force qui était là, qui était clair. Le RSP dominait toute la capitale, il contrôlait tout. Et donc, sous la pression des armes, on peut dire, ils ont pris un certain nombre de résolutions qui, par la suite, ont déplu au peuple du Burkina. Et il ne faut pas oublier de souligner aussi que la CEDEAO a joué un rôle absolument trouble dans cette affaire. Parce qu'il y a eu la CEDEAO et puis il y a eu l'Union africaine. L'Union africaine, devant cette action, a eu des mots extrêmement vigoureux, a parlé de terrorisme et a demandé aux militaires de dégager. Quant à la CEDEAO, elle n'a pas condamné le coup. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun chef d'État de la CEDEAO n'a condamné le coup d'État. Ce qui est un signal assez fort pour encourager d'autres bandits, entre guillemets, dans d'autres pays, à poser de tels actes. Et aujourd'hui, devant la réaction de l'armée burkinabé, qui a commencé à se déployer à Ouagadougou pour tenter de mater cette rébellion, entre guillemets, les chefs d'État de la CEDEAO ont compris que le rapport de force de terrain avait commencé à changer, et c'est ce qui a motivé la décision hier à Abuja. Alors finalement, le mot amnistie est soigneusement mis de côté. La récupération de tout ce qui a été exclu a été soigneusement occultée. Et ce matin, quand on a écouté Kafando dans son discours, il a été clair. Il a dit les propositions de la CEDEAO ne nous engagent que si elles prennent en compte la volonté du peuple du Burkina. Ça a été clair. Il a utilisé les mots très forts. Il a parlé d'usurpateur, il a parlé d'imposteur et de horde d'insoumis en parlant du RSP. Ça veut dire que les gens sont conscients qu'aujourd'hui le peuple burkinabé est mature et qu'il n'acceptera aucune décision qui viole sa souveraineté. Et donc, il ne peut pas aujourd'hui venir dire on va amnistier quand on sait que des gens continuent de tuer sur le terrain. Alors, on va terminer justement sur la question du Burkina très rapidement. On va essayer de se projeter dans l'avenir. Alors, on sait, le Burkina aujourd'hui, c'est une terre de coups d'État. J'évoquais tout à l'heure évidemment le nombre impressionnant et hallucinant de coups d'État qu'a connu son pays depuis ce pays depuis son indépendance. Et comme on le dit chez les étalons, chasser le naturel, il revient au galop. Alors, quelles pourraient être justement les priorités du futur président du Burkina Faso? On reviendra à vous tout à l'heure. Je pense que le futur président élu du Burkina Faso devrait s'atteler à faire de la véritable réconciliation. Cela signifie que, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, il y a des frustrés aujourd'hui au Burkina, mais qui ont accepté leur sort, le sort qui leur a été fait cette fois-ci. Mais il ne faut pas laisser la chose pendante. Il faut faire en sorte que les Burkinabés se retrouvent et qu'ensemble, ils puissent trouver les moyens d'une cohabitation harmonieuse. Ça devra être la priorité du prochain gouvernement. Ensuite, au plan institutionnel, faire en sorte que plus jamais il n'y ait à l'intérieur de l'armée une armée. Faire en sorte d'harmoniser également au niveau de l'armée toutes les composantes de manière à... On va aller rapidement avec le temps de la première partie est pratiquement terminé. Mamadou, Monsieur Klivali, Jean-Claude, s'il vous plaît. Ouais. Non, moi je pense que d'abord il faut éviter un peu l'amalgame. C'est-à-dire la CEDEAO est en tout cas la suprastructure sous-régionale. La CEDEAO, c'est sa chose, comme on le dit. La CEDEAO a obligé d'user de sagesse et de tact pour sortir. Comme on le dit chez nous, on n'enlève pas Mayan dans Mayan. Mais l'Union africaine est dans son rôle. L'Union africaine qui est sur la structure continentale. Pour vous évidemment, vous expliquez par le fait que l'Union africaine devait procéder, la CEDEAO devait procéder à pas mesurer aujourd'hui une charte. On va aller rapidement. On va aller à la principe. La CEDEAO a certes une charte, mais l'objectif, ce n'est pas d'envenimer ni d'aggraver la crise. L'objectif, c'est de trouver des solutions
pour qu'on puisse sortir de la crise. Aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Est-ce que vous voyez? On est sur la bonne voie. Pour l'instant, on n'est pas sur la bonne voie. Il y a eu changement de donne parce que sur le terrain, il y a eu un changement de rapport de force. La CEDEAO aurait vous voyez, vous aurez tenu en longueur dans cette crise. Avec moi que la diplomatie se fait selon les rapports de force. La diplomatie ne se fait pas en dehors des rapports de force. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, la CEDEAO a décidé qu'on amnistie... Pour terminer très rapidement... Parce que, effectivement, en ce moment, les rapports de force en faveur... Monsieur Jean-Claude Koulibaly, il y a des principes avec lesquels on ne joue jamais. En matière de démocratie, il y a des principes sur lesquels en diplomatie aussi. Quand il y a un coup d'État, le premier acte à poser, c'est de condamner. Mais ça a été condamné, ça n'a jamais été condamné par la CEDEAO. Jamais. Allez, messieurs, ça nous donne l'occasion évidemment de marquer une pause. Merci de rester en notre compagnie. On marque la pause et on revient juste après pour la deuxième et dernière partie de cette émission consacrée exclusivement à la Côte d'Ivoire et à son élection présidentielle d'octobre. Vox Africa se rapproche de vous. Dès le 21 juillet, retrouvez Vox Africa sur CanalSat, canal 33 en Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans la deuxième et dernière partie du grand talk consacré à la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire. Mais autant vous prévenir, Vox Africa consacrera du 12 au 25 octobre prochain une émission spéciale sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, journal de la campagne, reportage, investigation, débat, face à face, un rendez-vous exceptionnel à vivre sur Vox Africa, la première chaîne panafricaine, bilingue et indépendante. Messieurs, on y est finalement. Personne ne croyait qu'on allait y arriver à cette élection de 2015. On se rappelle des difficultés de cette élection de 2010. Près de 3000 morts, un processus de réconciliation qui a mis énormément de temps à voir le jour. Pour certains même, la mayonnaise de la réconciliation n'a pas réellement pris, mais il n'en demeure pas moins que le Conseil constitutionnel a rendu son verdict et c'est seulement 10 candidats qui brigueront la magistrature suprême. Alors, première analyse, est-ce que ça vous a étonné de voir qu'il y a eu des remous autour justement de la validation de la candidature d'Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel ivoirien, monsieur? Moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris. C'était une sorte de question qu'il fallait évacuer. On sait que la question de la nationalité de M. Ouattara a toujours été au centre de grandes préoccupations en Côte d'Ivoire. Et donc, il était de bonne guerre pour les opposants de soulever la question à la veille de la validation des candidatures. Mais d'une autre manière aussi, c'était une sorte de perte de temps. À partir du moment où le monsieur est au pouvoir, il est le président de la République, c'est lui qui est le garant de toutes les institutions. Donc mener un combat pour l'invalidation de sa candidature, moi c'est du temps à perdre, alors que la Côte d'Ivoire n'a pas de temps à perdre. Finalement, les choses se sont faites et le calme est revenu. Et donc on s'apprête maintenant à vivre ces campagnes avec des arguments pour les Ivoiriens. Alors, ce n'est pas la preuve quand même que l'opposition a du mal à mobiliser, parce qu'on a vu c'était quelques groupuscules d'individus isolés par moments qui brûlaient des pneus de façon éparse, mais sans vraiment un groupe compact. Mais justement, c'est la preuve que la question n'intéressait pas les Ivoiriens. Parce qu'après 10 ans de crise, 3000 mois plus tard, on n'allait pas encore revenir sur ces questions et une perte du temps. Et donc les Ivoiriens n'étaient pas prêts à rentrer dans un combat qui est lié à un individu, au lieu de parler des questions qui intéressent la vie des Ivoiriens. Et donc ça ne pouvait pas mobiliser. Et la preuve a été faite sur le terrain. Alors on va parler de ces 10 candidats qui ont été retenus. On va essayer de passer au crible chaque candidat, les forces, les faiblesses. On va déjà peut-être commencer par le favori, Alassane Ouattara, grandissime favori, hein, entre griffes. Hein, les mots ne sont pas de moi, je l'emprunte à différents journaux de la place. Grandissime favori qui veut gagner absolument au premier tour. Est-ce possible d'abord? Mais avant, peut-on, il reste quand même le favori de cette élection. Favori. Bon, pour ceux qui veulent le voir. Il a à son actif 5 années pendant lesquelles il a travaillé sans être inquiété. Les indices de sécurité sont descendus, d'insécurité devrais-je dire, sont descendus, et plein d'infrastructures que brandissent évidemment ces militants. Oui, alors quand vous parlez de favoris, je peux comprendre qu'une partie de l'opinion
pense que l'homme est le favori, mais bon, ça c'est de bonne guerre. Mais dans les faits, s'il était vraiment grandissime favori, il n'aurait pas cherché bec et ongle une alliance à l'intérieur du RHDP pour pouvoir... Bon, après, le dicton dit on n'échange pas une équipe qui gagne. Donc oui, forcément, le couple qui a gagné en 2010 pouvait encore se targuer de convoler en juste noces. C'est-à-dire que si lui était favori, lui, Alassane Ouattara, candidat sortant, enfin président sortant, s'il était favori, bon, il serait allé tout seul d'abord pour mesurer sa véritable force. Bon, il a cherché à s'allier, ce qui n'est pas mauvais, hein. On est en politique. Mais bon, ça... Est-ce que vous... Non, quand on parle... Je voudrais, Bamba Franck, oui, que l'on aille au-delà, évidemment, des perceptions qui m'ont l'air un peu fébriles aujourd'hui. Quand on parle de lui en termes de favoris, c'est en termes d'acquis, c'est en termes de ce qu'il a fait sur le terrain. Le RHDP étant une coalition, une alliance que nous connaissons depuis 2010, nous ne reviendrons pas justement pour remettre en cause cette alliance-là. Elle ne fragilise aucunement Alassane Ouattara. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, selon vous, le fragilisent et fait de lui, ne font pas de lui un favori? Oui, beaucoup d'autres éléments, en commençant par ce que l'on appelle ses acquis, qui ne sont en réalité que les acquis de Laurent Gbagbo avant lui. Parce que toutes ces choses-là avaient déjà été mises en chantier. Non, mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est quand même un peu gros. Parce que le plan directeur de la ville d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, existe depuis Félix Houphouët-Boigny. Le 3e pont a existé depuis Henri Konan-Bédié, avant Henri Konan-Bédié. Je veux dire, toutes les infrastructures existantes, le pont de Jacquesville, on a les éléments qui prouvent que depuis Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est en chantier. Maintenant, qui l'a terminé? C'est Alassane Ouattara. Voilà, Laurent Gbagbo l'a peut-être commencé, mais Alassane Ouattara l'a terminé. Donc, tout ce qui appartient à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme acquis d'infrastructure, existe déjà dans le plan directeur de la ville qui a été créé par monsieur Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas donner ni à Henri Konan-Bédié, ni à Laurent Gbagbo, encore moins à Guéhi ou à Alassane Ouattara, le mérite de ces infrastructures-là. Alors, si nous sommes d'accord sur ça, donc ce n'est pas un acquis pour lui. Mais il a quand même le mérite de l'avoir fait. Non, mais vous l'avez dit, ce n'est pas lui qui l'a fait. Oui. Ce sont des choses qui étaient déjà planifiées et qui, de toute manière, si vous aviez acheté un terrain en son temps pour votre fils ou pour vous-même et que votre fils le met en valeur, qui a le plus de mérite, c'est lui qui a acheté le terrain ou c'est lui qui le met en valeur? Tous les deux. Donc, toute la Côte d'Ivoire a ce mérite-là, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Henri Konan-Bédié. Tout à fait, tout le monde a participé. Ces choses-là auraient pu être faites 10 années plus tôt, s'il n'y avait pas eu la rébellion, si on n'avait pas connu tout ce que nous avons connu. Voilà. Et ce que nous déplorons, ce n'est pas le fait que M. Alassane Dramane Ouattara ait travaillé pour la Côte d'Ivoire. Non, nous sommes heureux qu'il ait pu faire ce travail-là. Mais c'est un travail qui aurait pu se faire bien longtemps avant et nous serions bien loin aujourd'hui. Bon, pour l'instant, ça me encore des supputations. Mais on va, Michel Betta, évidemment, sur les forces et les faiblesses d'Alassane Ouattara en tant que candidat super favori. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que Alassane Ouattara a du mérite, mais son seul mérite, c'est d'avoir décidé avant 1999, de frapper un pouvoir dit moribond et de le faire tomber. Vous n'avez pas les preuves. Non, il a dit. Les phrases sont là. Oui, et puis son mérite encore, c'est d'avoir dit qu'il va rendre ce pays ingouvernable. Et il a réussi. Aujourd'hui, ses opposants ont réussi à lui laisser plein champ libre pour gouverner. C'est ce qu'on aurait voulu. Non, mais par contre, les infrastructures, nous sommes d'accord que les infrastructures... Monsieur Betta, il y a d'autres autorités qui disaient qu'on devait être au 5e point. Monsieur Betta, essayons de travailler dans la réalité. Je peux comprendre évidemment que le passé est joué en faveur de Ouattara quand vous parlez de la guerre, de je frapperai ce pays. Mais laissons tomber, parlons de l'homme aujourd'hui. Parlons de 2010 à 2015. L'homme est-il un individu fragile par rapport à ses acquis, par rapport à la diplomatie internationale? Comme il le dit lui-même, la Côte d'Ivoire is back. Il y a quand même des acquis qu'il faut lui reconnaître. Mais nous le reconnaissons tous. C'est pourquoi je dis que ce pays-là, nous devons le bâtir. Autant
Hein, Nous parlons des forces et des faiblesses de M. Ouattara, pas de tout le monde. Oui, On ne va pas le faire avec Ouattara, ses forces et ses faiblesses. Je veux que vous soyez un peu plus précis, direct. Oui, les forces et faiblesses de Ouattara. Ses forces, il a construit un pont. Nous le voyons. Bon, attendez. Les infrastructures sont là, nous les voyons. Ouais, ok. Ouais, mais pendant ce temps... Mais il n'a pas construit qu'un seul pont. Il y a le pont de Boisflé, si vous voulez. Mais pendant ce temps, comment la population vit? Il y a même le pont à côté. Comment la population vit? Qu'est-ce que la population retrouve tous les jours dans son quotidien, dans les ménages? Qu'est-ce qu'elle vit? Pour vous, évidemment, le candidat Ouattara. Alors, très rapidement sur le candidat Ouattara, force et faiblesse, sans être pour autant long, parce qu'on sait... Non. Moi, je pense que... Parlons des forces et des faiblesses. Allons-y, pas forcément de remettre en cause ce qui vient d'être dit. Les forces de Ouattara sont indéniables. Les forces de Ouattara sont indéniables. On dit, lorsque vous n'aimez pas le lien... Nous parlez des forces. Parlez des forces. Arrêtons sur le proverbial africain. Tout le monde est unanime que le président Ouattara est un gros travailleur. Est un travailleur infatigable. Laurent Gbagbo lui-même l'a dit. Il est intelligent et travailleur. Il l'a dit en son temps. Et aujourd'hui, Ouattara a les rênes du pouvoir. Il est en train de prouver à toute la nation ivoirienne, en train de prouver à le monde entier ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait dans le ventre. Aujourd'hui, nous voyons des ponts, nous voyons véritablement des échangeurs, nous voyons l'extension du réseau électrique, nous voyons des adductions d'eau, l'alimentation en eau potable, excusez-moi. Et toutes ces preuves-là sont tangibles. Et le jour des élections, ce sont sur la base de ces preuves-là que le peuple de Côte d'Ivoire va choisir. Et on va aller vite. Alors, est-ce que vous reconnaissez quelques faiblesses à M. Ouattara en tant que militant, journaliste dans un quotidien proche du pouvoir? Est-ce que vous pouvez honnêtement, sur ce plateau, reconnaître quelques faiblesses à Ouattara? Les faiblesses, peut-être qu'on rétoquera. Que vous, en tant que journaliste, en tant qu'observateur... Ce que je veux dire, je peux dire que peut-être que ce qu'il a promis aux Ivoiriens n'a pas été exécuté à 100%. Qu'est-ce qu'il a promis que vous reconnaissez comme faiblesse? L'emploi jeune n'a pas été exécuté à 100%. Ouattara dit qu'il a promis 1 million d'emplois jeunes, il est à 1 400 000 jeunes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas remettre en cause les chiffres que Ouattara lui-même donne en disant que j'avais promis 1 million. Oui, il a atteint son objectif. Mais dans l'informel, soyons formels, c'est dans l'informel qu'il a dépassé ce record. Le président est conscient qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup encore à faire. Voilà pourquoi il a créé un ministère qui vient d'être créé, le ministère de la promotion de la jeunesse. Et de pour vous, évidemment, au niveau... Voilà, et ensuite, bon, on peut parler un peu de, si vous voulez, vous parlez des faiblesses, on peut parler peut-être de la cherté de la vie, mais là, le gouvernement y travaille. Nous savons qu'il y a une embellie sociale et une embellie économique. Donc, c'est pour dire que, dans tous les cas, cette campagne électorale, ce sera bilan contre bilan. Et à ce niveau-là, je pense que le bilan de Ouattara est éloquent. Pour l'instant, le seul bilan, c'est Ouattara qui peut se targuer de l'aide, puisque l'ensemble des autres candidats, évidemment, n'ont pas eu la chance de gérer. Les autres ils ne sont pas des novices en politique. Non, mais on va continuer très rapidement pour terminer, évidemment, sur le favori, Ouattara. Les chances, les faiblesses. Moi, je voulais juste noter une chose, c'est qu'il y a une grande leçon qu'on tire de la gouvernance de Ouattara. C'est que j'espère que même les gens du RDA aussi en tirent la même leçon que moi. C'est que quand il y a la paix, quand il y a la tranquillité, on peut travailler sereinement. On peut réaliser tout ce qu'on veut. C'est la première leçon. La deuxième chose, c'est qu'il faut reconnaître aussi quand même que beaucoup de choses ont été faites en 5 ans. Nous sommes sortis d'une crise meurtrière qui a complètement destructuré ce pays. Et on peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en tout cas sur une bonne voie. Maintenant, on s'en va à une élection présidentielle. C'est une chose qui est caractérisée par son incertitude. C'est le peuple qui décide. Quel que soit le bilan qu'on a fait, il y a un exemple qui me vient en tête, celui de Churchill en Angleterre. Il avait gagné la guerre, il avait tout, mais aux élections, ils ont suivi, il a perdu le pouvoir. Ouais. Parce que le peuple anglais avait estimé que c'était son adversaire qui était le mieux indiqué pour relever le pays après la guerre. Et donc, on s'en va à une élection, on ne peut pas dire que M. Ouattara va gagner cette élection à 100%, parce que ce sont les Ivoiriens qui vont se prononcer. D'ailleurs, vont-ils aller à cette élection? Voilà des inconnus. Et donc, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et donc, moi, je ne parle pas en termes de favoris absolus. Et quelques faiblesses. Quelle peut être aujourd'hui la plus grande faiblesse de Ouattara sur laquelle il pourrait peut-être perdre cette élection? Non, la plus grande faiblesse que je pourrais souligner, c'est l'échec du processus de réconciliation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. J'aurais pu comprendre que M. Ouattara, il faut reconnaître aussi, a été victime dans ce pays d'une sorte d'injustice. Poursuivi. Et qui n'est jamais allé en prison. Qui n'est jamais allé en prison, bien sûr, mais qui a vécu beaucoup d'humiliation. Et tu arrives au pouvoir et tu ne te donnes pas les moyens
de rassembler ce peuple qui est meurtri par 10 ans de crise. Et donc, la réconciliation a été utilisée comme une sorte de gadget pour séduire la communauté internationale. Mais dans les faits, aujourd'hui, les Ivoiriens sont divisés. Je peux vous assurer que moi, tous les week-ends, je suis dans mon village, je suis dans la brousse, et les gens ne sont pas encore réconciliés. Ça peut être une sorte de boulet. Ça peut être le boulet. Au-delà de ça, bon, il y a d'autres choses. Monsieur Jean-Claude Coulibaly, on va passer à un autre candidat, mais très rapidement, si vous voulez. On va passer à un autre candidat. On va passer maintenant au candidat Afin Guessan, qui est le premier challenger. Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que sur la cartographie justement de ces candidats, il n'y a que 3 candidats qui ont un appui, qui s'appuient sur des partis politiques. Alassane Ouattara, Afin Guessan et Henriette Lagou. Tout le reste partent indépendants, hein, même si cela n'est pas un... Alors, Afin Guessan, force, faiblesse, Jean-Claude Coulibaly. Oh, moi je pense pour d'abord. Bon, on reviendra sur monsieur Alassane Ouattara tout à l'heure. Il y a une grande. Je veux dire qu'au niveau de la réconciliation, le président a beaucoup fait. On reviendra, monsieur Jean-Claude Coulibaly, on reviendra là-dessus. On reviendra puisque on parlera longuement de monsieur Ouattara tout à l'heure. C'est le RDR qui dit que la réconciliation est un échec. C'est le RDR qui le dit. Non, c'est un processus, la réconciliation. Mais allons-y, on va gagner du temps s'il vous plaît, Jean-Claude Coulibaly. Afin Guessan, je pense que la force d'Afin Guessan, c'est que c'est quelqu'un qui est impliqué dans sa campagne, contrairement aux autres qui passent tout leur temps à dénoncer le processus. Afin Guessan est sur le terrain en train de battre campagne. Il me rappelle un peu ce que Macky Sall a fait lors de la dernière élection présidentielle au Sénégal. Au moment où les autres étaient en train de se battre à Dakar, mettre les barricades, pousser les jeunes à combattre la candidature de Ouatt, Macky Sall a passé tout son temps à... Alors lui, justement, c'est la même chose. Ça, c'est une de ses forces. Maintenant, sa faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître. Le FPI est divisé. Le FPI est divisé. Afi, certes, le président du FPI. Ça, c'est incontestable. Mais aujourd'hui, il y a une bonne partie des cadres du FPI qui sont... en tout cas en bisbille. Alors on va terminer sur la question, puisque on ne sera pas obligé de donner à tout le monde la parole sur les candidats, mais on va terminer avec Bamba Franck. Afin Guessan, vous êtes directeur de publication de Notre Voix, le quotidien proche d'Afin Guessan. Les forces, les faiblesses? Afin Guessan, très proche des populations. Afin Guessan, même en dehors de cette période de pré-campagne, Afin Guessan a pris l'habitude de passer beaucoup de temps avec les populations. De sorte que, à l'image de son maître, Laurent Gbagbo, il connaît presque individuellement les Ivoiriens, partout où il passe. Donc, en ce moment même, au moment même où nous parlons ici, Afin Guessan n'est pas à Abidjan. Il est à l'intérieur du pays, en pré-campagne. Ça, c'est sa force. C'est vrai que le FPI aujourd'hui, au niveau de sa direction, connaît quelques problèmes. Mais sur le terrain, il y a une embellie. Parce que c'était une question de leadership et de plus en plus, c'est compris au niveau de la base. Est-ce que cela signifie que tout est aplani? Vous pouvez confirmer qu'en ce moment, il y a des discussions officieuses entre Afin Guessan et l'aile Aboudraman Sangaré qui se passent? Vous pouvez sur ce plateau? Oui, tout à fait. Donc une tentative évidemment de récupérer cette partie fragilisée du FPI pour ramener ça auprès de Afin Guessan. Alors, vous êtes proche évidemment de ce qu'on appelle les irréductibles du PDCI, notamment Issi Amara, KKB et Charles Konan Bani, hein, pour ne parler que de ces trois-là. Alors, leur chance, leur faiblesse, parce que bon, ils ne s'appuient pas sur le PDCI, ils partent comme ça en rang dispersé, même si par moments ils se croisent pour donner des conférences. Mais leur chance, je dis que leur chance est indéniable, hein, parce qu'il faut le dire, cette élection va se faire à deux tours. Ouattara ne peut pas gagner. On en parlera tout à l'heure, mais parlons des chances. Donc je dis que leur chance, ce sera de pouvoir, après le premier tour, de pouvoir faire une alliance gagnante.
avec, je ne sais pas avec qui, mais eux-mêmes ils ont à choisir. Pour l'instant, disperser les voix pour mieux fragiliser Ouattara, c'est un peu la technique. Non, pour mieux arriver au deuxième tour et chercher à s'unir pour gagner. Voilà. Oui, mais parce qu'il faut diviser les voix là en ce moment. Pourquoi ils ne sont pas allés, selon vous, ils n'ont pas choisi un candidat très tôt pour être le candidat unique? Non, je trouve que c'est un piège, ça aurait été un piège. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, chacun a ceux qui le supportent. Chacun a pour lui ses militants, ses sympathisants, et il a le PDCI. Il a une partie du PDCI. Donc, autant prendre chaque partie du PDCI et en faire un bloc au deuxième tour que de tenter de le prendre maintenant. Parce que s'ils le prennent maintenant, que ce n'est pas fameux, mais écoute, ils perdent tout. Alors, on va peut-être essayer de parler de Mamadou Coulibaly avec vous. Mamadou Coulibaly qui était quand même un des grands favoris, il faut le dire, à l'époque de Gbagbo, le dauphin de M. Laurent Gbagbo. Et finalement, patatras, aujourd'hui, le discours de Mamadou Coulibaly ne semble plus séduire la grande frange de la population que Mamadou Coulibaly séduisait. Mamadou Coulibaly est un intellectuel incompris. Est un intellectuel incompris qui, de mon point de vue, a commis une erreur pendant la crise post-électorale. Et ça va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière politique. De n'avoir pas pris le courage de quitter le FPI quand Gbagbo était au pouvoir et qu'il avait encore les rênes du pouvoir, et d'avoir en quelque sorte fait preuve de bravoure après que Gbagbo soit tombé. Ça, les militants du FPI ne lui ont pas pardonné ça. Et ça s'est vécu à commencer pendant les législatives où il a fait un piètre score. Depuis, il en a perdu de son aura. Aujourd'hui, il a oublié de s'accrocher à une sorte de bouée de sauvetage par rapport à la CNC pour pouvoir survivre. Il même le reconnaît qu'il ne peut pas gagner les élections contre Ouattara. Ça, il le dit tous les jours, ça, il faut le reconnaître, cette honnêteté. Et donc, dans cette campagne-là, je pense qu'il vient en quelque sorte pour se refaire une sorte de virginité pour les futures campagnes électorales, pas pour 2010. Et donc, s'il y a un deuxième tour, évidemment, 2015. Il pourrait, voilà, pour 2015, 2020, peut-être il pourra rebondir. Il y a d'autres candidats, donc, évidemment. Pour terminer dessus, je veux dire que la dispersion même des candidats au niveau de la CNC avec ce que vous appelez les irréductibles est aussi, à mon avis, l'une des forces même de Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, si Ouattara gagnait cette élection au premier tour, quel serait l'argument que la communauté nationale utiliserait? Parce qu'il avait en face de lui des gens qui ne peuvent pas s'attendre pour représenter un candidat digne de ce nom. Un peu comme au Togo avec Faure Yacine. Voilà, et donc ça arrive de jouer un sale tour à ceux qui pensent qu'on ira avoir un deuxième tour et qui vont s'associer pour gagner. Les candidats, évidemment, dont on est peu sûr, hein, Dio Siméon, Lagou Henriette, Kangwa Claire Jacqueline, hein, qui est quand même... nouvelle venue, et puis un Nyangbo Kakou. Bon, on leur souhaite bonne chance. On les connaît pas trop, mais on leur souhaite bonne chance. Ouattara peut-il gagner au premier tour? Voilà la question. Le Ouattara peut-il gagner au premier tour, puisque quand même le discours du RHDP, c'est cette conviction profonde que Ouattara va absolument remporter haut les mains le premier tour, évidemment. Vous qui êtes proche d'Afi N'Guessan, dont vous avez tout à l'heure parlé de la stratégie, Ouattara peut-il gagner au premier tour? Ouattara ne peut pas gagner cette élection, à plus forte raison, gagner l'élection au premier tour. Pour de multiples raisons, qui sont des raisons, j'allais dire, objectives. Ouattara a perdu, de 2010 à aujourd'hui, a perdu au moins 20% de son électorat à l'intérieur même de son parti et des différents groupements politiques qui l'ont soutenu. Ouattara a commis l'erreur, au lieu d'aller avec son parti, qui, bon, ma foi, on a beau dire, l'aurait soutenu, bec, ongle, avec tout, a voulu, dès le départ, comme l'erreur commise par Laurent Gbagbo en son temps, constituer une coalition pour aller et gagner et espérer gagner au premier tour. Mais il verra le même tour que cela a joué à Laurent Gbagbo, cela lui jouera. Moi, je suis un partisan de Laurent Gbagbo, je dois le dire, mais je reconnais que ce fut une faute de le faire. Alors, la question est de savoir pourquoi dans une démocratie moderne, les démocraties modernes aujourd'hui, aucun candidat ne se prévaut de l'envie de gagner au premier tour. Tout le monde aimerait bien un deuxième tour, mais pourquoi Ouattara tient absolument ce premier tour? Peut-être parce qu'il ne pourra pas faire d'alliance s'il n'a pas gagné au premier tour, comme en 2010. Parce qu'en 2010, en ayant gagné, en ayant passé le premier tour, il s'est quand même retrouvé fort dépourvu et pourvu par la suite quand le PDCI lui est venu en renfort. Voilà. Ouais, j'entends beaucoup
certaines personnes, certains analystes qui s'improvisent analystes disent cela, que si à un deuxième tour, Ouattara aura épuisé ses réserves de voix. Mais je pense que, bon, ce n'est pas du tout vrai. La question est de savoir, Ouattara peut-il gagner le premier tour? Il gagnera le premier tour, ça, il n'y a pas de discussion. Quelles sont les raisons qui vous... Les raisons sont simples. Il y a l'émiettement de l'opposition. L'opposition est divisée. L'opposition est carrément divisée devant un candidat qui est soutenu par une coalition qui a déjà fait ses preuves, qui a remporté l'élection passée. Une coalition où il y a le PDCI, qui est un poids lourd de la politique. Il y a le RDR, dont on connaît véritablement les qualités de mobilisation. Il y a l'UDPCI. On se rappelle quand même que quand vous parlez des qualités de mobilisation, on a vu quand même ce fiasco total, le 20e anniversaire du RDR qui s'est passé au stade de Bouaké. Et là, ça a été un gros problème pour le RDR. Non. Et même M. Ouattara a bien compris qu'il fallait finalement qu'il s'appuie totalement sur le PDCI pour avoir beaucoup plus de chances. Non, les 20 ans, il faut pour aller dans le même sens que vous, les 20 ans étaient... C'est au niveau de l'organisation. Oui, mais au niveau de l'organisation, il y a eu ce qu'on appelle une très mauvaise organisation. Non, on ne va pas revenir là-dessus. Nous, ce n'est pas l'organisation. C'est pas sur ça que l'on va s'appuyer. Non, on a parlé des 20 ans, on a parlé de mobilisation. Allez, on va terminer rapidement. Oui, mais ça a été bien dit que parlant de cette élection-là, il faut le dire. Allons-y rapidement. Ceux qui parlent d'émiettement de l'opposition, ils se trompent. Les élections de 2017, il y avait 14 candidats. Et puis Siméon, dont vous parlez, il est arrivé en 7e position à cette élection de 2010. Il y avait 14 candidats. Cette fois-ci, il n'y a que 10. Il n'y a que 10. Et vous dites qu'il y a l'émiettement. En quoi c'est que c'est un émiettement? Je crois qu'aujourd'hui, je crois que pour ce premier tour-là, que Ouattara se tranquillise. Qu'il prenne son mal en patience et qu'il essaie, en deuxième tour, de trouver les voies de moyens d'y arriver. Allez, on va terminer rapidement avec Assalé Tiemoko. Est-ce que Ouattara peut-il gagner ce premier tour dont il rêve? Non, je dis dans le principe, il peut le gagner. Moi, je pense qu'il peut gagner le premier tour. Maintenant, c'est sur le terrain que les choses vont se jouer. Arithmétiquement, quand on prend le RHDP, on dit qu'ils sont majoritaires. Même quand on prend les voix, les pourcentages de l'élection de 2010, arithmétiquement, Ouattara gagne le premier tour. Maintenant, c'est une élection présidentielle. Et c'est un peuple qui va aller décider de son destin. Entre ce qu'on fait dans les stades, la mobilisation qu'on voit, et l'acte individuel que chaque électeur pose dans l'isoloir, il y a un gouffre. Et donc, M. Ouattara, je le dis, a intérêt, il a vraiment intérêt à gagner cette élection au premier tour. Si ce n'est pas le cas, c'est un échec. Comme ce qui est arrivé à Gbagbo Laurent, ça sera un échec. Le deuxième tour sera une catastrophe. Bon, c'est vous qui le dites. Allez, voilà. Donc, messieurs, merci quand même. J'aurais bien voulu qu'on poursuive le débat, mais dans un autre numéro du Presse Club, on parlera des potentielles alliances qu'il pourrait avoir si deuxième tour il y a, puisque je considère que monsieur Jean-Claude Coulibaly va nous priver d'un deuxième tour qui permettrait de discuter de ces alliances. On est pressé. Ouattara. On veut travailler. On sera au premier tour. Merci à Bomba Cheikh. En tout cas, merci d'être venu pour ce premier Presse Club. Merci à Jean-Claude Coulibaly. C'est toujours de bonne guerre de l'avoir sur ce plateau pour équilibrer un peu le débat des humeurs. Monsieur Assalé Tiemoko, merci d'être venu. Et puis Michel Betta, c'est ça, du Bélier. Merci d'être venu. Et puis on souhaite que les irréductibles n'en soient pas réduits à ne pas gagner. Ce ne sont même pas des irréductibles. C'est les militants qui ont été désabusés par Bédier. C'est plus, sinon c'est pas des irréductibles. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'être restés dans notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.